Bonjour, bienvenue dans le podcast Luxurytel, le pouvoir du Web3. Je suis Sabine, fondatrice de Luxurytel, agence de conseil et de formation spécialisée dans le luxe, le retail et le Web3. Luxurytel, le pouvoir du Web3. Pour ce 13e épisode, je reçois Laurent Flores et il va nous parler de son rapport spécial luxe Brandtree Index pour quantifier la maturité des marques de luxe et mesurer leur retour sur investissement sur le Web3. Bonjour Laurent. Bonjour Sabine, comment ça va? Ça va et toi? Super, merci. Bienvenue dans le podcast Le pouvoir du Web3, les Merci Sabine. nouveaux enjeux du luxe. Tu es notre 13e invité. Eh ben, c'est certainement un bon signe parce que moi je suis né un 13 juin, il y a quelques années déjà. Donc, et le chiffre, le nombre 13 m'a toujours porté chance. Donc, je te D'accord. souhaite qu'il te porte autant chance qu'il m'a porté jusqu'ici. Écoute, je ne savais pas que tu étais Gémeaux parce que je suis du 15. Donc, Ah bah voilà, eh ben, déjà. voilà. Des choses se révèlent pendant nos podcasts. Est-ce que tu peux te présenter, Laurent, nous dire qui tu es? Comment c'est connu peut-être? Alors, moi je m'appelle Laurent Flores, déjà. Je crois que oui, on s'est connus en fait lors d'un event, il me semble, qui avait été organisé à l'Université Paris-Dauphine, je Oui, crois. Et exactement. je parlais sur une table ronde autour d'une thématique qui est le métavers marketing. Donc, en fait, quoi cette thématique? En fait, elle s'explique au travers de deux choses. Ça me permet de présenter. En fait, moi, j'ai une première casquette. Je suis enseignant-chercheur, je suis maître de conférence à l'Université Paris-Panthéon-Assas. Depuis un certain nombre d'années, je travaille sur des problématiques qui ont lieu qui ont trait au marketing, au digital en particulier, sur différents secteurs. Et en fait, j'ai sorti un ouvrage qui s'appelle Métavers Marketing en avril 2023 chez Erol. Et c'était en partie à cette occasion que j'avais été invité pour échanger sur les transformations potentielles de ces univers immersifs pour les marques, tels que le représentent les métavers. Donc, ça, c'est ma première casquette, enseignant-chercheur. J'enseigne à l'université en formation initiale, en formation exécutive sur des programmes généralement M2 en master. Et puis l'autre casquette, j'ai toujours été un entrepreneur. J'ai monté deux sociétés, toujours dans l'univers du digital, que j'ai revendu il y a un certain nombre d'années, et qui sont toujours intéressés en fait à la compréhension de ces nouveaux médias, qu'est-ce qu'ils apportent aux marques. Et donc en fait, j'ai co-créé en fait et cofondé un outil dont on va parler certainement au travers des illustrations qui s'appelle Brand 3 Index avec Karim Ed, et donc je suis cofondateur d'une société de business intelligence qui s'intéresse à la mesure de la maturité Web3 des marques. Voilà en quelques mots qui je suis, Sabine. Merci Laurent. Je rebondis sur la mesure de la maturité des marques. Nous, on va faire un focus sur le luxe parce que tu as tellement de use cases. Et c'est vrai que quand moi j'ai découvert ton Brand 3 Index, ça m'a fait penser à l'index LYST, LYST, où tous les trimestres, on voit un petit peu l'évolution des marques de luxe préférées worldwide, des produits préférés aussi bien pour l'homme que pour la femme. Et je trouve vraiment super smart de proposer cette chose dans l'univers du Web3, dans l'écosystème de la blockchain. Et justement, pour moi, le thème de ce podcast, de cet épisode, ce serait vraiment le Web3 et les nouvelles stratégies marketing des marques. Donc l'idée, c'est qu'on est vraiment passé aujourd'hui à des nouvelles types. Enfin, les stratégies marketing restent les mêmes, les activations vont être différentes. Et justement, aujourd'hui, est-ce que tu peux, ce podcast va être sur 5 grands exemples, 5 grandes thématiques. Et la première question est la suivante. Comment aujourd'hui les maisons de luxe ou les marques font pour atteindre une nouvelle cible? Alors, c'est une très bonne question. Avant même de parler de cible, je pense que l'entrée des marques de luxe dans le Web3, et c'est vraiment intéressant, contrairement au digital d'ailleurs, quand le digital est né il y a une vingtaine d'années, les marques de luxe étaient assez en retard par rapport à d'autres secteurs d'activité, parce que je pense que le luxe, on y attache une valeur d'exclusivité, d'exclusivité, de propriété qu'il faut justement protéger, et tout ça est en phase avec les valeurs que porte la blockchain et que porte le Web3. Et donc, je pense que les marques de luxe, en tout cas certaines, sont assez en avance dans la compréhension des opportunités que le Web3 amène, en particulier sur la traçabilité, l'authenticité et la capacité en fait de rendre encore plus exclusive en fait le produit et aussi l'expérience que peut apporter le Web3. Alors justement par rapport à ça, en fait, ce qui est intéressant lorsqu'on va parler de Web3, on va
certainement, en fait, on parlait tout à l'heure en introduction de métavers, il faut vraiment bien distinguer les deux entre métavers et Web3. Le Web3, on va dire, c'est plutôt un support technologique en fait qui va reposer en fait sur la blockchain en particulier. Et on aura certainement l'occasion d'en parler ensuite. Mais les métavers sont des univers immersifs qui peuvent fonctionner sur des environnements Web3, mais qui fonctionnent également très bien sur des environnements qui sont centralisés. Je pense en particulier à Roblox. Et si on parle de Roblox, typiquement, Roblox est une plateforme vraiment très intéressante, qui n'est pas une nouvelle plateforme, c'est une plateforme de gaming qui existe depuis un certain nombre d'années et qui, en fait, 85% de la population des 70 millions d'utilisateurs actifs qui sont mensuellement sur Roblox, ils ont entre 13 et 15 ans. Donc typiquement, on est sur une cible qui est moi, j'ai plus d'enfants de 13 à 15 ans. J'ai eu des enfants qui sont maintenant bien plus grands, mais qui passaient déjà beaucoup de temps sur ces univers immersifs que sont les jeux vidéo. Et la réalité, en fait, c'est pour toucher cette cible, la première démarche du marketing, c'est aller où la cible se trouve. Et typiquement, en fait, on le sait très bien, depuis un certain nombre d'années, les médias de masse ont été abandonnés ou se désertent, on va dire, de populations relativement jeunes. Donc, où on va aller les chercher dans les jeux vidéo, et en particulier lorsque je fais le pont avec les univers immersifs. Donc, toucher une nouvelle cible, c'est aller les trouver où est-ce qu'ils se trouvent. Et typiquement, le métavers, les métavers, Roblox en est un, il y en a d'autres, hein, bien évidemment, c'est pour aller comprendre et être en interaction avec ces cibles-là. Et je pense que la marque qui vient à l'esprit tout de suite par rapport à ça, une marque qui a vraiment beaucoup expérimenté dans ces univers, c'est bien évidemment Gucci, par exemple, où le propos est ne pas imposer sa présence, mais développer une présence, on va dire, presque naturelle dans ces environnements immersifs, en développant des univers immersifs Roblox, en étant présent sur un certain nombre de games, en proposant la possibilité aux utilisateurs de s'authentifier et de créer leur identité en achetant du contenu qui est lié à la marque, on appelle ça des skins. Et donc, du coup, bah, c'est commencer à développer une affinité très early, entre guillemets, avec cette cible. Et donc, première approche, c'est je vais toucher des gens au travers des métavers ici, qui vont être certainement mes clients de demain, pour renouveler certainement mon flux de clientèle, et en particulier sur Gucci, qui fait un carton sur la Zenjet de façon générale, on va aller chercher encore plus loin auprès de la génération alpha, par exemple. Donc, toucher une nouvelle cible. Et peut-être, dans ça, on a parlé des univers immersifs que sont les métavers. Deuxième point, c'est le Web3, c'est aussi en fait des communautés en fait de gens qui se revendiquent, en fait, on va dire un peu à part, un peu avec cet esprit communautaire. Bah, c'est justement aller comprendre, aller toucher ces gens-là pour peut-être essayer de réinventer la façon dont on va pratiquer une relation avec la marque demain, avec une relation qui va devenir de plus en plus communautaire. Et on dit justement que on aura certainement l'occasion d'en parler ensuite, que la marque doit se réinventer dans la capacité à s'ouvrir à ses publics. Et justement, dans les gènes et les racines du Web3, on a véritablement le tout présent. Même si le tout, la notion de communauté en marketing n'est pas nouvelle, elle va simplement pouvoir se développer de façon plus ample avec la technologie blockchain. Mais j'imagine qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler ensuite. Oui. En fait, ça c'est parfait pour ma deuxième question, mais pour rebondir sur ce que tu dis, notre dernier invité, c'était Bilal El Alami et il nous parlait de son projet, Dogami, avec cette communauté de dog lovers où il y a eu un partnership avec, Gap où, Ouais, voilà, on va habiller, son chien, ce skin, avec, des hoodies, Gap, par exemple. Donc vraiment, dès que c'est gamifié, ça apporte de la valeur et ce qu'il nous disait, c'est que 50 de la population étaient des joueurs. Donc en effet, c'est vrai que cet aspect de Gucci sur Roblox, même avec leur collab Gucci X Vans ouais, sur Roblox, ça a été un carton parce que je vais recruter une cible qui n'était pas forcément celle du luxe, Vans, et qui n'était pas forcément la cible des gamers. Et en effet, c'était assez smart, enfin c'est assez smart de la part de Gucci de recruter de cette manière. Et justement, par rapport à ce que tu viens de nous dire, cette deuxième question, c'est les enjeux de la relation client. Comment est-ce que le Web3, l'écosystème du Web3 réinvente la relation client avec les marques? alors c'est la question, c'est une très bonne question, et c'est une question, en fait, c'est assez intéressant. Chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui réapparaît, en fait, ou en tout cas une nouvelle façon de toucher des cibles, puisqu'on parlait des cibles précédemment, et un bref historique, en fait, c'était le même type de question qu'on pouvait se poser au début de l'apparition d'Internet à la fin des années 90, c'est-à-dire dans quelle mesure, puisque c'est un média plus individuel, tu l'as dit très justement en introduction, le marketing n'a pas véritablement changé. On veut toujours entrer en contact. La différence, c'est que entre il y a 40 ou 50 ans, il est beaucoup plus difficile d'être un marketeur aujourd'hui que ça l'était avant. Pourquoi?
parce qu'on vit véritablement dans une économie de l'attention. Ce que j'entends par là, c'est que c'est de plus en plus difficile de capter l'attention des gens. Première chose. Pourquoi? Parce que les alternatives de consommation et d'exposition média ont explosé. Ça ne veut pas dire qu'en fait, notre consommation média a baissé, elle s'est fragmentée, au sens où, en fait, on consomme beaucoup plus de choses. Donc, au final, en fait, notre attention, elle va être dispersée. Et donc, la clé de la relation, c'est quoi? Bah, c'est comment je vais être capable de consolider un début de connaissance. On parlait tout à l'heure de ces univers immersifs tout à l'heure, en se disant, bah, en fait, moi, je vais essayer non seulement d'entrer en contact avec ces gens-là, mais je vais essayer de construire une relation qui va être durable et win-win. Et en fait, la notion de win-win, c'est jusqu'à présent, c'est avant tout, bah, tu achètes mon produit, tu en es satisfait, j'espère pouvoir que tu vas le racheter dans le futur. Le Web3, par rapport à la notion de partage de propriété qu'il introduit au travers de la décentralisation et au travers de la sécurisation dans les échanges et dans la propriété, il va introduire pour la première fois, c'est important, la possibilité pour un émetteur, qui peut être une marque, de rendre disponibles des choses et de co-créer des choses avec ses publics, qui sont ses clients. La co-création, ce n'est pas forcément quelque chose de nouveau, mais jusqu'à présent, en fait, il était très difficile de tracer pleinement en fait, la personne qui est à l'origine d'une nouvelle idée, par exemple. Mais surtout, ce qu'on va être capable de faire aujourd'hui, c'est non seulement de la tracer, mais d'imaginer qu'on va rétribuer, si l'idée est bonne, par exemple, et qu'on développe un contenu de produit associé à ça, on va rétribuer en fait la personne qui a eu l'idée du produit dans sa capacité à pouvoir bah, justement partager de la valeur créée. Si par exemple, en fait, la marque développe une idée de produit suite à ce que la communauté a développé, en fait, via un token, on va être capable de redistribuer une partie de la valeur de cette marque, de la valeur créée dans le futur, aux personnes qui ont porté la marque dès le départ. Et donc, c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que ça change totalement la façon dont le marketing se déploie aujourd'hui. Aujourd'hui, on est très top-down dans la relation, c'est-à-dire je vends, tu achètes, il y a peut-être des brand lovers, mais ces brand lovers, ils ont, entre guillemets, je vais grossir le trait, une seule chose à faire, c'était lever la marque, l'adorer, mais pour autant sans véritablement partager soit un accès premium à des bénéfices exclusifs, soit carrément en fait un accès à des bénéfices économiques qui viendraient de la valeur co-créée ensemble. Et typiquement, ce que va réintroduire le Web3, c'est la possibilité d'ouvrir plus largement en fait la copropriété de la valeur créée autour de la marque, non seulement avec la possibilité pour le consommateur, le client, d'avoir un certain nombre de choses à lui, mais également potentiellement aussi à la marque de travailler de la collaboration avec d'autres marques dans un programme relationnel, dans un programme de fidélité qui n'était pas forcément aussi évident avant que ça peut, en tout cas d'un point de vue technologique aujourd'hui. Et tu as Donc des voilà, exemples. donc c'est les grands blocs, on passe de la centralisation à la décentralisation d'un point de vue techno, et la décentralisation va sous-entend aussi que la centralisation de la valeur qui est toujours à direction de la marque, eh ben, on va pouvoir essayer de la partager avec nos communautés en se donnant les moyens technologiques de la rendre accessible, exclusive, sécurisée et véritablement traçable. Et pardon, je t'ai interrompu, mais est-ce que tu as des exemples justement par rapport à ton rapport de nous donner? Moi, je pense à Lacoste, hein, d'ailleurs, tu as un beau t-shirt Lacoste, Ouais, où ouais, on j'ai mis un sur est Alors, remarqué. bah, typiquement, bah, dans l'exemple Lacoste, c'est un exemple vraiment hyper intéressant parce que, un, en fait, je pense pas que de façon fondamentale que toutes les marques soient communautaires. Il y a des marques qui sont plus communautaires que d'autres. Et effectivement, l'exemple Lacoste est vraiment un exemple intéressant parce que on n'arrive pas là où on est si justement on n'a pas un fond qui est lié à un très fort attachement des gens qui portent la marque et qui ont envie de faire des choses avec la marque. Donc, il y a un fond de marque, quand on fait en fait un ADN de marque, on a des marques qui sont plus communautaires que d'autres. Donc l'exemple de Lacoste est vraiment intéressant parce que là, je vais donner les moyens à des gens qui ont envie d'entrer dans cette relation, de pouvoir le faire en étant capable d'être reconnus dans leur capacité à co-créer avec la marque. Et ce qui n'est pas forcément, pour faire écho à ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que la notion de co-création a toujours existé. En fait, moi, à l'époque, j'ai travaillé sur la notion, j'ai fait une thèse sur la co-création et le développement de nouvelles idées en travaillant avec des utilisateurs hyper dédiés. En fait, il y a toujours des gens qui ont toujours voulu travailler avec des marques. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on peut le faire at scale, on peut le faire en étant capable de récompenser les gens et de récompenser les gens de façon uniforme et publique. Ce que je veux dire par là, c'est que puisque le tout va être inscrit, on va dire, dans la bloc, on va être capable de montrer que ce que l'on a fait est véritablement fait et on va permettre à tout le monde de se rendre compte de la réalité de l'échange et du partage. Ce qui est véritablement innovant et nouveau par rapport à ça. Et donc, du coup, à partir de là,
tout est possible. Et je pense que là, dans le cas de Lacoste, ce qui est vraiment intéressant, c'est un, de le reconnaître, deux, de l'engager, et trois, de commencer à changer de paradigme en disant, mais en fait, je ne vais pas forcément faire toujours des choses en décidant tout seul de ce que je fais, mais je vais activer ma communauté pour me guider dans cette démarche, première chose. Et deuxième chose, je vais pousser encore peut-être le jeton encore plus loin, c'est-à-dire que non seulement je vais leur demander leur avis, mais en plus, s'il y a des choses intéressantes, je vais essayer d'imaginer comment leur avis, je vais pouvoir le co-créer des choses avec eux, et ils vont pouvoir en avoir le résultat. Et c'est une tendance qui est assez forte, mais qui renvoie à la volonté de s'ouvrir, et ce n'est pas forcément quelque chose d'évident pour les marques qui ont toujours été organisées de façon très hiérarchique, en fait. C'est sûr qu'aujourd'hui, les maisons de luxe, si elles veulent se réinventer, il faut qu'elles prennent des risques. Il faut qu'elles sortent, de leur carcan et voilà, on a des beaux exemples, comme Lacoste, comme Gucci, tu viens de citer ou même, Louis Vuitton, hein, qui vient de rentrer dans le secteur du Web3, qui sont rentrés avec succès et dont la communauté, en étant sur Discord, est vraiment, très, très importante. La notion de communauté, de toute façon, dans l'écosystème Web3, c'est vraiment, primordial et justement, par rapport à cette, communauté, 3e question, qu'est-ce que tu peux nous partager sur les nouveaux, dispositifs de CRM 3.0 de fidélisation? Je sais que dans ton rapport, tu parlais de marques comme Kiki World ou, Soul Trimates. Est-ce que tu peux, nous parler de ces, Web3 Digital Native Brands? Alors, effectivement, alors, c'est un très bon point. Si on a compris que justement, on est un changement de paradigme, le changement de paradigme, c'est que, bah, en fait, je ne vais pas dicter tout ce que je fais et on va me suivre. Je vais essayer d'imaginer un futur co-créé avec mes communautés. Et en fait, c'est le parti pris d'une marque qui est assez récente, qui s'est lancée en mai 2023, qui s'appelle Kiki World. C'est une marque de l'univers de la beauté dans le maquillage. Et en fait, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est qu'ils onboardent des gens via des dispositifs Web 2, euh, simplement pour leur permettre de faire quoi? De choisir en fait la couleur du maquillage, de choisir la couleur d'un certain nombre de produits, pour vraiment impliquer la communauté dès le départ, avant même la mise à disposition des produits, et c'est ça qui est important, dans le choix de la façon dont le produit doit être développé avec les goûts de la communauté. Première chose. Deuxième chose, c'est quand on dit qu'ils les embarquent sur un dispositif de vote qui est très Web 2, on va les embarquer et sans que les gens forcément le sachent, parce qu'on a toujours un problème d'adoption de masse des wallets, on embarque les gens, en fait, on les fait rentrer dans un programme relationnel, en fait, on les fait rentrer par un mail, mais il y a un wallet associé à ce mail. Pourquoi? Parce qu'ils anticipent certainement dans le futur la possibilité aussi de rendre interopérable, entre guillemets, la possibilité d'adjoindre d'autres partenaires à leur programme et à leur base client. Et dans le cas de Kiki World, en fait, on est véritablement dans une création de marque bottom-up, où en fait, je vais créer avec les gens, développer avec les gens, mettre en marché avec les gens, et ça va même plus loin. Je vais également aussi faire de ces gens-là des distributeurs potentiels, et les gens qui ont créé et participé à la création des produits qui sont lancés se voir rétribuer une partie de l'argent qui va être qui est collecté par la marque. Et on est véritablement sur un truc entre guillemets très disruptif et qui va à l'encontre de tout ce qui est fait aujourd'hui. Et en fait, c'est assez intéressant parce que dans l'univers de la beauté, en fait, je pense beaucoup à L'Oréal, bien sûr, par exemple, qui est le leader mondial incontesté. Ben, on est dans des marques mondiales on est surtout dans une organisation qui est très produit, en fait. L'Oréal, c'est avant tout de la R&D. Et justement, là, on a un changement de parti pris qui est possible et qu'on est capable de le mettre en œuvre beaucoup plus qu'on était capable de le mettre en œuvre avec le Web 1, le Web 2, avec le Web 3, en se donnant les moyens, en fait, de créer de la communauté qui va driver les choses petit à petit. Alors la vraie question ensuite, c'est est-ce que toutes les marques vont être capables de faire ça? Je ne suis pas sûr, encore une fois, parce que on en parlait tout à l'heure, parce qu'il y a des marques qui sont plus communautaires que d'autres. Mmh. Et puis il y a une réalité aussi, hein, c'est qu'aujourd'hui, en fait, beaucoup d'individus n'ont pas envie d'être dans une relation très sociale et très communautaire. Il y a des gens qui ont juste envie d'acheter un produit. Donc je pense c'est une façon, le Web3, c'est simplement une façon de rentrer dans un nouveau type de création de relations. Et c'est pour ça, pour répondre aussi en partie à ta question, c'est on voit qu'on a un renouvellement en fait des programmes de fidélisation et de fidélité, de façon à ce que on puisse attacher des bénéfices qui soient moins captifs de la marque elle-même. C'est-à-dire, typiquement, quand tu vas chez Air France, moi je voyage quand même assez encore beaucoup, ben, je collectionne des miles chez Air France historiquement, et le meilleur reward, c'est quoi? C'est que je puisse revoler Air France. On peut très bien imaginer que ces miles soient échangeables contre monnaie sonnante et trébuchante, d'ailleurs, première chose.
Et c'est possible aujourd'hui si j'associe en fait ces miles à un token qui soit monnayable sur une block, quelle qu'elle soit. Deuxième chose. Troisième chose, c'est qu'on pourrait très bien imaginer qu'il y a un certain nombre de pools de marques qui s'associent à ce même programme pour permettre en fait à des collaborations croisées entre les marques. C'est-à-dire que Air France sur sa cabine, je sais pas, première ou sa cabine business, puisse collaborer avec d'autres marques qui sont positionnées assez affaires, assez luxe pour imaginer, en fait, faire connaître ou faire bénéficier d'un certain nombre de services au travers des points de fidélité Air France pour aller s'enquérir d'autres choses. Et c'est des choses qui sont tout à fait possibles et imaginables grâce au caractère liquide, en fait, du token qui va être échangeable. Et c'est véritablement là-dessus qu'on se rend compte qu'il y a un certain nombre de marques qui commencent à s'aventurer dans le tout, mais la grande barrière pour le moment, c'est bien évidemment, c'est l'adoption par le grand public. Et malheureusement, on n'est pas encore là, c'est en train d'arriver, mais pour autant, il y a beaucoup de use cases. On a parlé de Lacoste, on a parlé, mais dans l'univers de l'aérien, il y a au moins 3 ou 4 compagnies aériennes qui ont commencé à mettre en œuvre de tels programmes. Je pense à une petite compagnie aérienne qui a été la première à lancer un programme relationnel qui s'est renouvelé sur le Web3, c'est Air Baltic. Je vous encourage à aller voir ce que fait Air Baltic au travers de son programme qui s'appelle Planize, avec vraiment des choses hyper intéressantes, des expériences immersives, de l'exclusivité dans l'échange, de la possibilité d'échanger des points de fidélité contre d'autres choses, et ça marche très très bien. Et d'autres compagnies comme Etihad ou encore plus récemment cet été Lufthansa, qui est en train de refaire place, de redéplacer son programme relationnel dans un wallet qui est embarqué directement sur l'appli de Lufthansa. Voilà en quelques mots ce qui est en train de se passer sur le relationnel. Merci beaucoup, c'est intéressant. J'ai vu tous tes use cases, sur l'aérien, c'est hyper intéressant, c'est très riche. On a même, Etihad et Qatar Airways qui proposent, des Qverse, des métaverses. Ouais. C'est quoi pour toi l'intérêt? C'est quoi leur objectif de proposer ça, d'aller dans un univers métaverse, de plonger, dedans? Ouais, mais je pense que, alors, moi, honnêtement, c'est assez intéressant quand on me pose la question. Moi, je suis absolument pas gamer, ni. Ah non C'est hyper intéressant, mais ce qui est vraiment intéressant, et c'est. J'essaie de me mettre à la place des gens qui sont intéressés par ces univers immersifs. Et je pense que j'invite les marketeurs qui nous écoutent et qui d'imaginer non pas ce que ça peut faire pour eux en tant qu'individus, mais on parlait de cible tout à l'heure, mais d'imaginer ce que ça peut faire pour des gens qui sont différents de vous. Et en particulier, la réalité, on en parlait tout à l'heure, moi, dans le bouquin, sur Metaverse Marketing, j'ai beaucoup étudié la cible des gamers et des vidéo gamers, mais du jeu de façon générale. Alors, première chose, c'est qu'il y a plus d'une personne sur deux en France qui joue, et qui joue régulièrement. Et il y a peu de gens qui sont conscients de ça. La notion de jeu vidéo, elle concerne bien évidemment, elle est plus typée sur une population qui est relativement jeune. Donc ça veut dire que le jeu vidéo, c'est quoi? Je m'immerse dans un univers qui est totalement différent et immersif pour moi. Donc si je refais le parallèle par rapport à ta question, je peux très bien imaginer, j'étais en déplacement, je suis allé récemment à l'étranger, c'était un long courrier, j'ai pas eu la chance d'être en première classe, j'étais en classe économie. Mais pour les gens qui n'ont pas forcément la possibilité de se rendre compte ce que c'est qu'un voyage en première, en particulier chez Etihad ou Qatar Airways, en fait, moi, je vous évite parce que je l'ai fait, en fait, c'est vraiment intéressant d'aller voir justement la qualité du service qu'on nous offre en première sur Qatar ou sur Etihad. C'est juste extraordinaire. Donc, le casque et ces univers immersifs vont vous permettre de rentrer dans cette expérience et de vous rendre compte du fait que c'est top. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, c'est pour faire écho à ce qu'on se disait tout à l'heure, peut-être que ça a plus parlé à un public particulier qui est déjà dans l'immersif, voire dans la réalité augmentée, par exemple. Donc, je m'adresse à eux et je leur donne, enfin, je suis en relation et j'ouvre les chakras, entre guillemets, je les éduque par rapport à ça. Je n'imagine pas qu'on va vendre tout de suite quelque chose d'immédiat, mais c'est intéressant de le faire de cette façon-là. Et par rapport à ça, en fait, il y a un point important parce que c'est lié à ça. On n'a pas l'impression, en tant qu'individu consommateur, mais la notion de réalité virtuelle et de réalité virtuelle ou de réalité augmentée, elle est très présente dans l'industrie aujourd'hui. Pour imaginer, pour permettre aux gens d'imaginer comment les choses fonctionnent. Et bien, c'est exactement le même type de choses qui est en train de se mettre en place pour apporter une expérience immersive en première, par exemple. Et je vous recommande de le faire. Quand on était, j'ai fait NFT Biarritz, où j'ai eu l'occasion de porter un casque pour surfer en fait une vague au large de Biarritz. Bon, par ailleurs, moi, je suis beaucoup dans les sports nautiques, c'est pas aussi bien, mais
Mais pour ceux qui ne connaissent pas, ben, c'est vraiment une expérience à vivre. Voilà. Dans l'univers un peu du gaming, là, il y a Cartier qui a lancé une communication sur The Fabuleuse Cartier Journée où tu dois taper sur ton ordinateur et je vais faire une communication en TikTok sur ça. Ouais. Et moi, j'ai essayé de jouer en fait, il y a 6 volets qui vont raconter l'histoire de la maison, l'ADN de la maison. Et pour pouvoir accéder au deuxième volet, tu dois gagner. J'ai fait 15 parties, je n'ai jamais réussi. Mon alternante a fait une partie, brang, elle a tout de suite réussi. Donc, mais alors, j'avoue, je suis frustrée parce que je peux pas aller au volet numéro 2 sur les 6. J'ai même pas réussi à faire le premier volet. Mais bon, bah, Cartier a réussi parce que moi, je connais la maison Cartier. Je vais aller dans la maison Cartier. Je connais l'histoire, je connais les best-sellers, les brands d'ambassadeurs. Mais pour un public plus jeune que tu citais tout à l'heure, c'est vrai que c'est intéressant de leur faire découvrir bah, l'ADN, le storytelling, le savoir-faire de cette manière. Donc, je rejoins tout ce que tu dis, tout ce qui est univers immersif, gaming. C'est vrai que c'est ça qui fonctionne aujourd'hui. Enfin, ma dernière question, j'aimerais bah, que tu nous présentes ton étude concrètement, que tu nous dises bah, finalement ton objectif, enfin en quelques phrases, ta finalité et qu'est-ce que ça peut apporter aux maisons de luxe qui vont écouter ce podcast, de pouvoir te contacter. Quelle est ta valeur ajoutée pour ces maisons qui veulent justement onboarder leurs équipes dans une stratégie Web3, marketing Web3. Qu'est-ce qu'il leur faut pour être prêts? Alors, c'est une très bonne question et je te remercie. Je t'en prie. En fait, l'objectif de Web3 Index, c'est qu'on cherche à mesurer la maturité Web3 des marques. Et la maturité Web3 des marques, elle repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est quoi? C'est d'essayer de benchmarker comment une organisation, une marque, est prête ou pas prête pour entrer dans le Web3. Et le tout renvoie à, on a travaillé sur les dimensions de ce qu'on appelle la préparation pour le Web3, et c'est relié à quoi? À des dimensions qui ont trait au soutien du management, à la présence d'une équipe Web3 dédiée, au fait que les valeurs de marque sont alignées avec les valeurs du Web3, on en parlait tout à l'heure, à la capacité de la marque à déjà engager dans les univers classiques Web 1 et Web 2. Donc il y a un certain nombre de choses qui vont nous permettre de quantifier dans quelle mesure une marque est prête ou pas pour aller dans le Web3. Alors, il s'avère, et donc on le mesure de façon objective par rapport à l'ensemble de l'information qu'on retrouve. Donc, on utilise à la fois notre cerveau, mais aussi de l'intelligence artificielle pour benchmarker en fait tout ça. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va benchmarker en fait toutes les marques dans l'univers du luxe, par exemple, et on va se rendre compte qu'il y a des marques, on parlait de Gucci tout à l'heure, comme Louis Vuitton, qui sont plus prêtes que d'autres. Et ça s'explique assez facilement par rapport à je pense à Louis Vuitton et le groupe LVMH qui était à l'origine d'Aura il y a quelques années, donc la blockchain, avec l'intention justement de commencer à anticiper le tout, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres maisons qui sont peut-être, sans les citer, mais qui sont pour l'instant très observatrices. Donc première chose, c'est je mesure en fait la readiness et je vais benchmarker les organisations pour savoir où je dois regarder, qu'est-ce que je dois faire pour être prête pour y aller. D'accord? Première chose. Et ça, on appelle ça la Web3 readiness, la préparation Web3 des marques. Et donc, en fait, ce dont on se rend compte, et ce qui est normal, entre guillemets, c'est que bah, plus une organisation et plus une marque est prête, et plus généralement, lorsqu'elle fait un drop, lorsqu'elle active sa communauté via un drop, plus elle a de chances de réussir son drop. Ah, vous allez me dire, c'est un peu normal, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Pourquoi? Parce que il y a des organisations qui ont bénéficié d'un effet FOMO, je ne parle pas forcément dans le luxe, mais qui ont simplement fait un drop sans pour autant, je ne parle pas de l'année 2023, mais plutôt 2021-2022, mais sans pour autant véritablement savoir pourquoi on le faisait. Et en fait, ça a plutôt bien marché parce que le marché était actif. On parlait de proposition de valeur tout à l'heure et de réinvention de la relation client. Ben, en fait, il faut associer un drop NFT à quelque chose qui a du sens pour la communauté. Donc, première chose, on mesure la readiness de Web3. Et après, chaque fois qu'un drop est mis en place, on va mesurer et on va produire des KPI qui vont être capables de voir comment le drop marche. Et pas simplement par rapport à la valeur et à l'argent qu'il génère, mais un drop pour moi, c'est comme une activation média. C'est-à-dire que lorsque j'essaie d'activer une communauté, c'est comme si je faisais de la pub, entre guillemets, si je prends l'exemple extrême, parce que lorsque je fais un drop, qu'est-ce que je fais? Il y a toujours en fait un white paper, un site qui va décrire en fait la proposition de valeur. Et qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer d'activer mes communautés au travers du Web 2, de mon Discord, de mon Twitter, par exemple, pour monter en puissance la notoriété autour du drop. Donc du coup, en fait, ce que je vais mesurer, c'est dans quelle mesure en fait les drops entre eux, sur différents secteurs, ils sont capables de
plus ou moins performer sur leur capacité à travailler le awareness autour du drop. D'accord? Deuxième chose, lorsque le drop est mis en place, ben, il y a des drops qui marchent, des drops qui ne marchent pas parce qu'ils engagent plus ou moins fortement. Et tout ça, ça va être mesuré au travers d'indicateurs à la fois du Web 2 et du Web 3, qui sont des KPI qui viennent de la blockchain, mais également de Twitter et Discord, qu'on va être capable de mesurer pour mesurer un engagement. Et finalement, en fait, le troisième niveau de choses dans la compréhension de l'activation, c'est dans quelle mesure il y a eu une action. J'ai acheté, est-ce que j'ai gardé en fait le NFT, et est-ce que les gens dans la communauté, tu parlais de la communauté Vuitton par exemple tout à l'heure, est-ce que lorsque le drop se met en place, est-ce que la communauté continue à vivre bien après le drop lui-même? C'est-à-dire, est-ce que le drop a produit un effet engagement dans la durée? Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être capable de combiner la préparation, la readiness d'une marque dans le Web3 à la mesure de performance de tous les drops de luxe, par exemple, et de vous dire, par exemple, que la marque qui a le mieux performé et qu'elle indique l'indice de maturité le plus élevé, on en parlait tout à l'heure, c'est Gucci. Mais une marque qui performe très très bien aussi, c'est Prada, mais sur une stratégie qui est totalement différente parce que Gucci, c'est beaucoup, on va dire, a beaucoup tenté de choses. On a parlé de métavers, de NFT. Prada a des activations, je crois que c'est tous les premiers jeudis du mois, en fait, ils font un drop sur le site qui est très orienté vente. Vuitton a une orientation beaucoup plus exclusive. On a, à mon avis, une orientation qui est très orienté sur la maîtrise en fait d'un type de population dans les drops pour être capable de produire à la demande en fait par rapport à l'ensemble des pièces que je vais rendre disponibles, tout en étant capable d'avoir un Discord qui va animer la communauté bien plus large des personnes qui sont leveurs de la marque Vuitton. Donc l'idée c'est quoi au travers de nos mesures? C'est de comprendre comment les marchés se structurent, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, quels sont les best players, quels sont les best practices, et au final d'être capable de s'inspirer de qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas pour savoir comment construire sa présence dans le Web3. Et quand une opération est mise en place, c'est qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour être capable de répliquer ce qui a marché et bien évidemment de déconstruire ce qui n'a pas marché. En quelques mots, ce que je fais là dans le Web3, j'ai fait ça pendant 15 ans dans le web, en mesurant les campagnes. Je l'ai fait pendant 20 ans dans les médias, et c'est simplement donner aux annonceurs et aux marques les moyens de mesurer l'efficacité de leurs investissements marketing au travers du Web3 ici, tout simplement. Voilà, en quelques mots. Et tu fais ça 4 fois par an, 1 fois par trimestre. 4 fois par an, par trimestre, avec des deep dives qui sont marchés, des deep dives marques, et après des deep dives conso, pour mieux comprendre comment les communautés se construisent et d'où viennent les gens quand ils rentrent dans un drop, par exemple. C'est Super, exact. merci. Est-ce que tu as un mot de la fin, Laurent, s'il te plaît? Le mot de la fin, je crois que je dis souvent, en fait, je crois beaucoup à quelque chose qui est la suivante. C'est aujourd'hui, on est aux prémices en fait d'un marché qui va repartir, je pense. Et l'année 2023 n'a pas été forcément facile, mais je dis souvent qu'en fait, c'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on ne fait pas, c'est parce qu'on pense qu'elles sont difficiles qu'on n'essaie pas. Et en fait, c'est pas moi qui le dis, c'est Sénèque. Donc, je vous invite à vous intéresser au Web3 parce que même si ça prend un peu plus de temps que prévu à l'allumage, ça va arriver. Et je pense que la révolution Web3 va être bien plus importante que la révolution digitale. Et tout le monde parle de transformation digitale. Je pense que le Web3 fait partie de cette transformation digitale, mais va être capable de plus largement impacter les organisations. Et il ne faut surtout pas penser que IA et Web3 sont incompatibles. L'IA est un outil pour augmenter la productivité. Et justement, on parlait d'univers immersif tout à l'heure. Quand on associe de l'IA aux univers immersifs, on fait des choses fantastiques. Et donc, j'invite les marketeurs à commencer à s'y intéresser. Et pour ça, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles, ton podcast. Il y a une communauté qui est en train de se construire autour de ça. Et je vous invite à sauter le pas, commencer par vous, et puis contacter ceux qui savent et qui peuvent vous accompagner pour vous permettre de faire vos premiers tas dans le Web3. Voilà, c'était un long mot, mais j'espère que c'est un mot qui va être annonciateur de plein de bonnes choses en 2024 et dans les années à venir pour tout le monde et pour l'ensemble de la communauté Web3. Merci beaucoup, Laurent. Merci Sabine, merci de l'invitation. À bientôt. À bientôt. Rendez-vous très vite pour un prochain épisode L'été Luxury Tale, le pouvoir du Web3. Si tu aimes ce podcast, abonne-toi, commente, like, partage et laisse un avis 5 étoiles.